get me to share the screen. Yeah, I need you to let me. You start the webinar. No, but I don't want to start the webinar. I need to show. Okay, Okay, I'm screen sharing now. We are in the test room. Okay, so here, look at my slideshow. It's no good because you see all the pictures are gone. Yeah, see? I can see. It's all the illustrations. It's a disaster. Like it, I worked for hours preparing all of this. Oh my God. I mean, how many people have signed up? We're just gonna have to postpone. We have like more than 300 people. So oh actually, God. I can see 400 because the number was for yesterday. When I checked yesterday around 3 p.m., it was more than 300. I just don't know what to do. There's no way to restore it. Is it the same file that you share with me? Because I still have the one that you sent to me. Yes, but that doesn't have any pictures, right? The one I sent you is just a PDF. It's just, I need the pictures. Okay, let's look at the PDF. Where is the PDF? I could try to save it with the PDF. Can you resend it to me? I can resend it to you right now. Send it to me right now. Okay, I'll send it to you right now. 1 second. But yeah. Oh my God, what a disaster. It happens sometime. Well, but still. I'm sending it to you. 1 second. Okay, and let me see. Did that work? Documents, hold on. Because the thing is that the participant of today's webinar will be eligible to apply for our grant, and we are launching the grant today, so it won't make sense if we postpone the webinar. So right. It's not big enough to share. It wouldn't be big enough to share. Wow. I'm looking at the file. Maybe. Yeah, we could maybe save it this way. Let me just see if there's a way to change. Hold on. We might be able to. I've just sent it to you. No, I found another copy, so I'm good. Okay. I'm just trying to think if there's a way to change it. I don't think so. So that it can, yeah, not great, but I could do it. Yeah, well, that's what we'll have to do. Okay, so I think we can do it. Hold on just a minute. Hold on just a minute. Please, before you left. So I think it'll work. It'll be in black and white. It won't be perfect, you know. It won't be a problem at all. The good news that it's working. Yeah, so let me just reduce. Now take a look. I need the perfect size so we could see. Wow, this is not going to be great, but I think we can do it. I'm just trying to. When I saw your email, I was like, wow, what is going to happen today? Like. Okay, so if I go like this and then scroll this way and then, okay, then I have to go, wow, not going to be very smooth. You see the transition, because I have them on each one on a different page, you know, it won't be very smooth. Okay. It'll be what it'll be. Okay. Yeah. Wow, so what a disaster. It's a real disaster. All right, but at least we have the pictures. Yeah. Yeah. Okay, it'll be what it'll be. Yeah. Man, it will be great. Never happened. It will be great. Never... Okay, now 300. Oh my God. Yeah, more than 300 yesterday. So I actually we can cross 400,000. 400. Wow. So what do we do?
Let me stop screen sharing for now. Yeah. So now, can you also can you make me host? Do I have to give you the host? How do I? Yeah. Just scroll down to participant, click on participant, and then my Right. name, and where you have the three dot, click on it and make me host. Make host. There you go. Okay. Perfect. Because I need to share the webinar with participants in our Facebook group, Okay. and then I will make you host so that you'll be able to share your screen. Okay. Now, what do we do in terms of, hold on, let me just check. What do we do in terms of if people want to ask questions with that many Yeah. people? How would we do that? What we are going to do is 1 hour of training session where you will explain the topic to our forum members, and then we still have 30 minutes to answer the question of participants. So during the last 30-minute, participant will ask questions through Zoom or via our Facebook group and the comment below the video, and then you can then answer to them. Yeah. Right. But okay, that So would we be have at 1 the end. hour of training and 30 minutes for answering question of participants. But is there any way it would be good? I always like to have some questions going on, like people could also ask questions. So yeah, how about we suggest, could people, if they have questions, because we won't be able to see a raised hand, right? That's impossible. Okay. But why don't we suggest, as I'm talking, and I'll say the same thing, they could put questions in the chat, okay? During the hour, because you see, if I make a point and somebody says, well, what about this, or that's not true, I'd rather they say it live in the chat, okay? Okay. So we'll tell people to put it in the chat. As soon as you are making your presentation, people will be asking questions on the chat box. So it depends on us whether we want to answer directly or to wait after the presentation. So we can do it that way. That's not a problem at all. That's But right. the thing That's that right. we make sure that we have 1 hour presentation and then 30 minutes for question and participant. That's right. That's what we'll do. I just want to see if there's a. It remains. We have 5 minutes left before we start. I will start sharing it on our Facebook group to make sure that we are on that. Okay. Ne vous inquiétez pas, chers participants, la formation se déroulera en français, donc aucune inquiétude. Après, on va switcher en français. Are you in Montreal right now, or have you traveled again? No, I'm in Montreal for now anyways. Okay, I just have to try. Let me start sharing this on our Facebook group. I have no doubt that it will be a success. Okay. Hold on, I'm just trying to do one more thing to try to save this. Okay.
I think I will start the presentation in 3 Sure. minutes, and then I will make you host so that you will be able to share your screen with participants. Okay. I've saw your recent post where you are saying that you were in South Africa recently. Yep. Where are you right now? I'm in Lomé. Pardon me, I couldn't hear. Yeah, actually, I'm in West Africa, not in Okay. US. Yeah. Okay. I was supposed to be in the Congo now. In this training month for, or the upcoming yeah, one? I was supposed to be in the Congo in March for 3 weeks training for journalists for human rights Wow. in the Democratic Republic of Congo, DRC. But I got sick, so I couldn't go. So we'll try to find another time for it to go. Hope you are feeling better now. Yeah, it was going to be good. It was training in French, Yeah. with radio, TV. Do we know how many countries are going to participate today? How many We people have are so from how many? many countries. We have so many countries because the topic or the forum or the training is designed to French-speaking journalists from all over the world, whether they are in Africa, in France, in Wow. Switzerland, or in Quebec. So we have a participant from all over the world, but French-speaking journalists. But most of them are from Africa, for sure. I think very good. We Okay, we're ready to go in 1 minute. Joining right now. Okay. We start in 1 minute. Okay. Parfait. Avant de démarrer, je voudrais vous annoncer notre appel à candidature pour soumettre votre projet de lutte contre la désinformation. Les projets gagnants vont recevoir une dotation financière allant jusqu'à 4 000 $ américains. L'une des conditions est de participer à au moins 3 des 5 sessions de formation que nous organisons. Celle d'aujourd'hui en fait partie. Bien sûr, nous vous enverrons les détails. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au cours de nos formations. Merci à ceux et à celles d'entre vous qui répondent à nos invitations chaque jeudi. J'espère que vous allez tous bien et qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de soucis techniques comme ce fut le cas jeudi dernier. Bonjour et bienvenue à cette dernière session de la série de formations que nous organisons depuis le 2 mars dans le cadre de notre sommet mondial Empowering the Truth. Un sommet qui vise à développer chez les journalistes des méthodes et des compétences créatives pour rendre virales les fausses informations et désarmer la désinformation. Nous avions commencé avec la thématique « Comment rendre une information virale sur les podcasts ». Ensuite, comment se lancer dans le journalisme vidéo et produire des contenus qui combattent la désinformation sur Facebook, Twitter et TikTok. Après, des outils pour une écriture innovante et des stratégies pour atteindre une grande audience. Et par la suite, nous avons abordé les stratégies de communication. Et aujourd'hui, nous parlerons bien sûr de comment rendre la vérité virale. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je me présente, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes du CFJ qui est basé à Washington. L'organisation qui pilote ce sommet. C'est un sommet organisé dans les 6 régions du monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Julien Cher, un journaliste lauréat de plusieurs prix, auteur de 7 livres, réalisateur, formateur accompli. Il est l'auteur de plusieurs enquêtes et documentaires pour la télévision. Il a travaillé comme journaliste d'enquête pour les 2 plus grands quotidiens anglophones du Canada, le Toronto Star et le Globe and Mail. Il a été producteur senior à The Fifth Estate, l'émission d'enquête la plus réputée du Canada anglais, diffusée sur CBC. Il a remporté le prix Alfred I Dupont Columbia University et le prix du Canadian Author Association.
et aussi le prix Écran canadien du meilleur documentaire. Il a écrit et réalisé une enquête télévision du New York Times. Vous l'aurez compris, c'est un formateur accompli. Il a formé des journalistes de CNN, de la BBC, des collègues des journaux, des réseaux de télévision au Canada. Il a aussi formé des journalistes au Bangladesh, au Qatar, en Turquie, en Tanzanie, en Éthiopie, en Ouganda, au Ghana et au Nigeria. Il vous expliquera comment rendre la vérité virale, comment gagner la lutte contre la désinformation. Faut-il attaquer les menteurs ou s'en prendre à leurs mensonges? Sur quel terrain jouer pour être sûr de remporter la bataille? Je vous souhaite une bonne écoute. La parole est à vous, Monsieur Chia. Je vous passe la main pour que vous puissiez Parfait. partager votre Bonjour tout le vision. monde. C'est un grand honneur de participer à une formation comme ça. J'ai eu la, la bonne chance de voyager beaucoup en Afrique pour le travail, pour mes enquêtes journalistiques et des fois pour visiter des amis. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de visiter tous vos pays, mais j'ai passé beaucoup de temps en Éthiopie, Kenya, la Tanzanie, la Nigérie, Afrique du Sud et d'autres pays. On veut assurer qu'aujourd'hui, il y a le plus de participation possible de vous autres. Moi, je suis ici pour vous autres. Vous n'êtes pas là pour moi. Je suis à vos heures. C'est toujours difficile, évidemment, en Zoom, parce qu'on ne peut pas avoir des discussions très spontanées. Par contre, tout ce que je propose, évidemment, on va assurer qu'il y a une période de questions à la fin, mais moi, personnellement, j'aime pas les longs discours de quelqu'un qui parle, qui fait blablabla, pour 1 heure. Je trouve ça assez plate. Tout ce que je suggère, c'est si vous avez une question ou un commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou si vous voulez plus de précision, ou même si vous voulez donner un exemple de votre travail dans votre pays, écrivez un texte dans la boîte chat. Parce qu'avec tellement de personnes, on ne peut pas vous voir si vous levez la main. Donc, pendant que je parle, je donne un exemple et vous voulez participer, suggérer, parler de ce sujet, écrivez une question dans la boîte. Moi, je vais le lire et on va traiter la présentation pour avoir une discussion avec vous. Et évidemment, à la fin, on va avoir une longue période de questions. Vous pouvez évidemment prendre les notes de ce que je vais dire, mais inquiétez-vous pas, toute la présentation que vous allez voir va être disponible en format PDF sur mon site web. Donc, vous n'avez pas besoin de tout copier, tout va être disponible. Un petit avertissement, j'ai eu un problème technique qui m'a paniqué ce matin. J'ai travaillé longtemps à préparer toute une diapo en PowerPoint, mais j'ai eu une bug hier soir et j'ai perdu toutes mes images. Donc, je vais être obligé de vous montrer une version en noir et blanc en PDF de mon diapo qui va être pas aussi jolie et ça va prendre du temps des fois pour passer d'une diapo à une autre, mais on va vivre avec. Bon, on va commencer. Moi, je vais partager mon écran. En passant, je suis ici à Montréal, au Canada, mais je vais partir très bientôt pour le Moyen-Orient, pour Beyrouth et éventuellement pour Maroc pour faire la formation dans ces pays. Puis dans mon pays, même si je vis au Canada, qui est un pays assez riche, un pays assez démocratique, il y a beaucoup, beaucoup de fausses informations et de désinformation. Et nous, les journalistes qui travaillent quotidiennement, on mène une grande bataille à lutter contre la désinformation. Bon, je vais partager mon écran et on va commencer. Pas ça que je veux. Le voilà. OK. Bon. Bon. La lutte
contre la désinformation, voici mon adresse de mon page web. C'est mon nom, julianfair.com. Et plus tard dans la semaine, vous pouvez voir tout le diapo qu'on va présenter. Bon, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va essayer de voir comment présenter et partager un contenu factuel pour qu'il devienne viral et l'emporte sur la désinformation qui se propage rapidement. Et c'est ça qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Le défi pour vous, les journalistes sérieux et rigoureux, c'est de présenter et partager un contenu factuel qui est aussi puissant que les mensonges. On va regarder 3 grands thèmes dans cette présentation. D'abord, on va examiner c'est quoi les différents types des informations. Tous les désinformations ne sont pas pareilles. Il y a les mésinformations qui sont moins graves. Il y a les mensonges des gouvernements et des hommes puissants. Et il y a la manipulation qui est la plus dangereuse. Ensuite, on va passer à une section de comment gagner contre la désinformation. Et surtout, on va concentrer, je vais vous montrer plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour lutter contre la désinformation. Bon. Donc, la désinformation, malheureusement, est partout. Et moi, je dirais qu'actuellement, avec le web et les médias sociaux je dirais que la désinformation est même plus présente que l'information. Voici quelques faits concernant Afrique. Et vous pouvez voir les liens ici directs si vous voulez les lire, ces sondages. Plus que la moitié des jeunes africaines ne font pas confiance dans Facebook pour la vérité. En Kenya, 81% de la population pense que les dirigeants politiques propagent les mensonges, ce qui est peut-être prévisible, mais voici un chiffre assez grave. 76% pensent que les médias diffusent les mensonges. Voici un exemple, je vais l'expliquer plus tard, mais croyez-le ou pas, Google News avait annoncé ma mort. Il y avait un bulletin de nouvelles publié par Google News qui avait dit que moi, Julian Fair, je suis mort. Je vais vous expliquer plus tard comment c'est arrivé, mais ça montre jusqu'à quel point on a eu, il y a la mésinformation. Et là, je vois que 2 participants ont levé leur main, mais je ne vois pas de chat. Est-ce que il y a des questions que 2 participants ont soulevées? Je vois juste que 2 personnes ont Non. soulevé leur main. Non? Ouais. OK. Non, non, pas encore. Il n'y a pas encore de questions. Vous pouvez continuer. Et pour les OK. participants qui ont des questions, je vous OK. supplie de Là, je vois, mettre vos OK. questions dans la boîte de Ben, je discussion. reçois des messages comme quoi 3 participants viennent de lever leur main, mais on ne peut pas vous voir quand vous levez le main. Si vous avez une question ou un commentaire, écrivez-le dans le boîte chat. Le boîte chat, c'est à votre droite de votre écran. Sinon, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a un autre moyen de voir le boîte chat? Et là, toi, tu suis le chat s'il y a des questions, parce que moi, je ne peux pas le voir. Je fais le screen sharing. Vous pouvez voir le boîte chat. Et là, vous pouvez voir le boîte chat. Est-ce qu'il y a il y a toujours pas de questions? Parce que je vois toujours des mains qui sont levées. OK. Donc, ça, c'est un exemple de voici un deuxième exemple. La plus grande page du Facebook, du Black Lives Matter. OK, Black Lives Matter, c'était un grand mouvement pour les droits des citoyens noirs aux États-Unis. La plus grande page Facebook
était une fraude. CNN avait exposé que les personnes derrière le plus grand page de Black Lives Matter n'étaient pas liées avec le mouvement et c'était une fraude. On va aller voir plus tard, il peut avoir des conséquences graves. Voici 2 photos qui étaient diffusées sur le web qui parlent des attaques en Nigérie contre le peuple et on va voir plus tard comment c'est des mensonges. Bon, regardons maintenant. Attends, je vois qu'il y a peut-être une question. OK, parfait. Les différents types d'informations. On vient de voir comment c'est très répandu, la désinformation. Quels sont les différents types? Vous voyez ici, j'ai fait un genre de tableau qui montre les plus dangereux jusqu'à les moins dangereux. Voici la différence. Okay. Les moins dangereux sont les mésinformations qui sont les erreurs faites par la négligence ou l'ignorance, mais ils sont faits honnêtement. Quelqu'un a fait une erreur et c'est à vous de le corriger. L'histoire de ma mort est un exemple. Le deuxième exemple, c'est un peu plus grave, c'est les mensonges faits par des politiciens, des gouvernements ou des compagnies. Ils cachent une partie de la vérité. Ils jouent avec les chiffres ou les faits. Donc, ce n'est pas par négligence, ce n'est pas par l'ignorance. Ils le font délibérément, mais c'est des politiciens, rien de nouveau. La troisième est la plus dangereuse. Ça, c'est la manipulation délibérée. C'est la propagande et les mensonges inventés pour susciter la haine, la colère, la confusion, peut-être même la guerre. On le voit actuellement pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, le fait que les politiciens vont mentir, ça, c'est moins grave que des politiciennes ou d'autres instances de pouvoir qui vont délibérément faire la propagande. Et donc, quand vous luttez contre la désinformation, il faut toujours bien comprendre à quel niveau est-ce qu'on lutte. Est-ce que c'est mes informations, les mensonges ou la manipulation? Bon, regardons un peu plus proche, un peu plus en détail les trois. Bon, le moins grave, c'est quand même grave, mais c'est moins grave que les autres, c'est les mésinformations, les erreurs faites par la négligence, mais honnêtement, je vais juste arrêter pour lire quelques questions, parce que j'aime les questions toujours pendant la présentation, donc s'il vous plaît, continuez. Une question tout de suite qui vient, si vous pouvez des fois vous identifier dans vos questions, au moins me dire dans quel pays vous êtes. Première question était pourquoi la désinformation prend actuellement plus d'ampleur que la bonne information? Très bonne question. Moi, je pense que c'est surtout grâce à l'Internet et les médias sociaux. Parce qu'avant, un mensonge, mettons, dans un petit village ou dans un quartier, une capitale en Nigérie ou en Tanzanie, un mensonge, quelqu'un va dire un mensonge ou quelqu'un va manipuler et mais ça va rester là. Regarde les mensonges qu'on a vus qui amenaient à le génocide à Rwanda. Ça a explosé grâce à la radio. C'est la radio qui a transformé des petits mensonges à un genre de hooligan qui a amené à un massacre et un génocide. Or, moi, je dirais qu'aujourd'hui, au lieu de juste une radio, on a maintenant les pages web, TikTok, Facebook, Instagram, les téléphones, surtout parmi les jeunes. Donc, moi, je pense que la mésinformation, on a vu ça aux États-Unis pendant les élections, on le voit dans mon pays, dans vos pays, c'est les médias sociaux et l'Internet. Ben, les autres questions, on va prendre
Il y a quelqu'un qui voulait savoir la réaction à ma mort. On va passer bientôt à ça. Continuez avec les questions, s'il vous plaît. Postez-les. Je vais essayer euh, de les lire. C'est très, très bonne question. Je suis très encouragé. Bon, on va continuer. Bon, les erreurs qui sont faites par l'ignorance. Bon, pour parler de ma mort, Google avait dit, voici la manchette, la mort de Julian Scher, le Québec perd un pionnier de journaliste web en décembre 2005. Je veux juste reprendre mon vidéo pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, imagine, moi, je suis à Washington en train de faire une entrevue et mon téléphone sonne. Et là, c'est mes amis qui ont dit Julian. Je dis oui. Ils disent, ah, je suis content d'être en vie. Et là, je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, ben, parce que la presse ici au Canada est en train de dire que vous êtes mort. Et là, ça s'est répandu. J'ai eu toutes sortes d'appels de mes amis. Même ma femme était contactée par la presse canadienne pour dire, est-ce que c'est vrai que votre mari est mort? Et moi, je suis obligé de téléphoner à ma femme pour dire, je suis pas mort, je suis en vie ici à Washington. Il y avait des amis qui sont explosés en pleurant, en lisant les nouvelles que j'étais mort. Bon, comment après 7 heures, j'ai fait enquête pour trouver comment cette erreur a eu lieu. Et voici qu'est-ce qui est arrivé. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, un organisme des journalistes, avait lu une petite dépêche comme quoi il y avait un journaliste au nom de Cher qui est mort. Quelqu'un dans une liste sur le web de la FPGQ avait écrit que Julian Cher est mort. Le journal La Presse, sans vérifier avec mes amis ou ma femme, avait repris le bulletin de la FPGQ et ensuite Google Actualité a dit. La vérité, c'est qu'il y a un autre monsieur qui s'appelle Len Cher est mort. Donc, ce n'est pas le même nom que moi, mais tout le monde a pensé que moi, je suis mort. Donc, voici un exemple de une mésinformation, mais une erreur honnête. C'était pas méchant, sauf que ça a eu des conséquences. Bon. Un meilleur exemple des mésinformations, c'est les mythes sur le COVID-19. Par exemple, il y avait des mythes comme quoi d'avoir le sang africain ou d'être peut résister au COVID-19. Vous pouvez aller en cliquant sur ces sites plus tard, voir comment un site qui s'appelle Africa Check avait démantelé ces mythes. Deuxième grand exemple, c'est les mensonges faits par les politiciens et les gouvernements et les compagnies. Donc, ça, c'est plus grave parce que de faire des erreurs honnêtement, c'est une chose. Mais là, les politiciens vont cacher une partie de la vérité et ils jouent avec les chiffres ou les faits. Voici quelques exemples. Et je m'excuse si je prononce pas comme il faut les noms. Donc, M. Bougane Gueye Dany, qui préside le mouvement politique sénégalais, a déclaré en janvier qu'au Sénégal, il n'existe que 2 neurochirurgiens. OK? Ça, c'est une déclaration faite par une politicienne respectée. Or, le site Africa Check qui se donne comme but de séparer la réalité et la fiction, avait vérifié sa déclaration et là, ils ont prouvé que, avec les faits, que l'Ordre national des médecins indique qu'il y a 30 neurochirurgiens. Donc, ça, c'est un mensonge délibéré d'une politicienne et avec une bonne enquête, on l'a montré
pourquoi c'est pas vrai. Voici un deuxième exemple à Mali. Monsieur Sarr, qui est président du Front africain pour le développement, a déclaré l'année passée que seulement 33% du territoire malien est couvert en électricité. Ça a l'air grave. Or, la réalité est que, au contraire, c'est 50% et pas 33%. Bon, pas une grande différence, mais c'est quand même un mensonge. Donc, ça, c'est le deuxième sorte de, de mensonge. Et je suggère pour vous autres d'utiliser ce site qui s'appelle Africa Check. Je vais le vous montrer plus tard. Ça existe en anglais et en français. Vous pouvez soumettre une déclaration à Africa Check et ils vont travailler avec vous pour vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Donc, on a vu deux sortes des informations. Les erreurs honnêtes et ensuite les erreurs, les mensonges des politiciens, qui est encore plus grave. Mais de loin, la plus grave, c'est la manipulation. C'est quand un groupe politique, un acteur politique fait la propagande qui est inventée. C'est un politicien qui va mentir, il va prendre une petite vérité, la manque d'électricité en Mali, et il va l'exagérer. Or, la manipulation, c'est quand c'est des mensonges inventés pour susciter la haine, la colère et la confusion. Voici, premier exemple. Il y avait une attaque terroriste en 2017 en Angleterre sur un pont. Et cette photo était diffusée largement. Et en regardant la photo, ça a l'air qu'il y a une femme musulmane qui ignore une attaque terroriste en Angleterre. Tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de mourir et elle est en train de regarder son téléphone, son iPhone. Donc, ça a l'air, ça c'est utilisé pour la propagande contre les musulmans en disant, voici une femme qui s'en fiche la mort de la personne. Or, c'est quoi la réalité? Ça, c'était la photo qui était prise 2 secondes après. Et là, vous voyez qu'elle était très inquiète. Elle était bouleversée. Elle a parlé avec ses amis. Et plus tard, la femme a parlé aux journalistes pour dire comment elle était harcelée et attaquée. Mais un compte Twitter lié avec la Russie avait propagé la première photo et pas cette photo. Donc, ça, c'est un bon exemple de la manipulation. Deuxième exemple. Il y avait un site web assez populaire en Nigérie qui avait parlé d'une attaque contre le peuple en biafran, qui a dit que voici une attaque contre le peuple en 2022. OK? Un train qui a explosé avec plusieurs morts. Ça a l'air grave. Or, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que cette photo n'est pas une attaque contre le peuple en Nigérie, c'est un accident en Iran en 2016. Bon. Comment donc, je vais juste arrêter pour un instant pour regarder les questions, parce qu'on est rendu quand même à plusieurs. Puis, bon, il y a des bonnes questions, mais j'essaie de. Il y a beaucoup de questions, merci. Je vais juste prendre celle de comment distinguer la mésinformation et la désinformation. Bon, oui, c'est ça. Bon, quelqu'un demande, quelqu'un demande comment faire la distinction entre la désinformation et la mésinformation. Bonne question. Moi, je trouve que la mésinformation est une erreur honnête.
une chiffre, une statistique, quelqu'un identifié quelqu'un qui avait peut-être fait un crime, puis là, on fait une mauvaise identification. Mes informations, c'est des erreurs graves peut-être, mais des erreurs honnêtes. Ils ne sont pas faites d'une façon méchante. La désinformation, c'est le tentative euh, délibéré de faire un mensonge. Pancras de Benim pose la question, qui sont les principaux acteurs de forme les plus graves des informations? S'agit-il toujours des politiques? Très bonne question, Pancras. Oui, je pense que quand on parle des différents niveaux, la mésinformation, des erreurs honnêtes, quand on parle de la désinformation les plus graves, c'est quasiment toujours des acteurs politiques, pas nécessairement des politiciens. Ça peut être des groupes d'opposition, ça peut être un groupe de lobby, ça peut être les propriétaires des mines. Mais la différence, c'est qu'ils ont un but très spécifique. Ils veulent gagner une bataille politique, comme la Russie fait en Ukraine, comme les compagnies minières vont faire s'ils veulent cacher leurs crimes. Donc, c'est toujours des acteurs politiques d'une façon ou d'une autre qui font la désinformation la plus grave. Valérie du République démocratique du Congo pose la question suivante. Est-il nécessaire de combattre les mésinformations quand nous savons que c'est fait souvent par erreur? Encore une très bonne question. Oui, je pense que toute erreur devrait être corrigée, mais pas avec la même intensité. OK? Donc, on avait vu dans l'exemple que j'ai donné, le politicien à Sénégal ou à Mali qui avait fait la mésinformation sur le nombre des neurochirurgiens. Oui, vous devrez le vérifier et vous devrez le mettre sur vos pages web ou dans vos journaux tout de suite. Je donne un exemple. On a une pratique ici au Canada et aux États-Unis. Quand il y a un débat politique, à, à, à tous pendant les élections et les politiciennes vont s'engager à un débat politique. La plupart des journaux et les sites web ici au Canada et aux États-Unis, tout de suite après, vont poster, ils appellent ça fact-check, ils vont vérifier les faits. Ils prennent chaque erreur qu'une politicienne a faite et ils montrent si c'est vrai, pas vrai ou moitié vrai. Donc, ce pas des grands mensonges, c'est des mésinformations, mais on les vérifie tout de suite. Donc, la réponse, Valérie, c'est oui, mais pas avec la même intensité quand c'est beaucoup plus grave. Je veux juste très rapidement voir s'il y a d'autres questions que je peux répondre. Mais si, on est rendu à 25 questions. C'est beaucoup. Quelle est la place? Bon, Aboukar de Niger pose une bonne question. Quelle est la place de désinformation, de manipulation des faits dans un pays moins développé comme le Niger? Encore une bonne question. Je pense qu'il y a un équilibre dans le sens que dans un pays plus développé où tout le monde a accès à l'Internet, d'une part, les mensonges se propagent plus rapidement, mais en même temps, c'est plus facile de lutter contre les mensonges. On va voir comment c'est fait. Le problème, c'est dans un pays moins développé, les mensonges existent dans les petits villages, dans les régions rurales, mais c'est plus difficile pour nous, des journalistes, d'entendre ces mensonges et de lutter contre les mensonges. Et c'est plus facile pour les politiciennes et ceux qui contrôlent la radio, les autres instances de communication, de propager la manipulation des faits. Donc, je pense que le défi est plus grand. Bon, on va revenir à d'autres questions parce que vous avez tellement, mais je vais essayer de continuer une partie de notre
présentation. Bon. Donc, on a fini la première partie de notre présentation, c'est-à-dire les 3 différents niveaux de mésinformation. Mensonges, honnêtes, les erreurs honnêtes, les mensonges des politiciennes et plus grave, la manipulation. Passons à la deuxième section de notre présentation. Comment gagner dans la lutte contre la désinformation? Pas facile. Il y a essentiellement 3 principes dans votre lutte contre la désinformation. Comme j'avais dit au début, inquiétez-vous pas, toute cette présentation est sur mon site web, donc vous pouvez avoir une copie après. Bon. Le premier principe, c'est qu'il ne faut jamais attaquer les menteurs, il faut attaquer leurs mensonges. C'est-à-dire, si vous adoptez une attitude agressive contre votre cible, vous risquez d'aliéner ceux et celles qui le suivent. Il faut être patient, calme et objectif. Ça, c'est très important. Donc, même si c'est des racistes, même si c'est des politiciennes haineuses qui font toutes sortes d'attaques méchantes, il ne faut pas que vous, les journalistes, répondent dans le même ton et la même agressivité. Il faut être calme et il faut surtout attaquer les faits. On attaque les mensonges, pas les menteurs. Deuxième principe, et ça, c'est compliqué. C'est mieux de ne pas trop répéter les mensonges, surtout dans les titres, mais de privilégier la vérité. En répétant trop souvent les mensonges, même avec une approche critique, on risque de les propager. Il y avait une étude fascinante qui était faite aux États-Unis qui a montré que les articles qui ont essayé de attaquer les mensonges ont eu l'effet contraire. C'est-à-dire, si vous dites dans votre manchette, le ciel est bleu, contrairement à une politicienne qui insiste que le ciel n'est pas bleu, la plupart de personnes qui ont confiance dans la politicienne vont encore penser que le ciel n'est pas bleu parce que vous l'avez mis dans votre manchette, vous avez appuyé même en essayant de le démanteler. Donc, il faut pas répéter les mensonges, il faut plutôt dire la vérité et plus tard dans l'article ou dans votre page web, vous pouvez citer le mensonge original. Bon, troisième principe, c'est qu'il faut jouer sur le même terrain. C'est-à-dire, si le mensonge existe sur Twitter ou sur TikTok ou sur Facebook, c'est pas assez bon de juste répondre à ça dans votre journal ou sur votre page web. Il faut aller sur le même terrain. C'est la même logique. S'il y a un mensonge dans un petit village dans le nord-ouest de votre pays, et vous allez parler de ce mensonge, mais vous n'allez pas visiter le village, c'est inutile. Donc, il faut toujours jouer sur le même terrain. Bon, ça, c'est les 3 principes. Il faut jouer sur le même terrain. Il ne faut pas répéter les mensonges et il ne faut pas avoir une attitude agressive. Bon, on va passer dans les 20 minutes qui nous restent avant la période des questions sur les outils pour lutter contre la désinformation. Je vais juste arrêter encore pour quelques minutes pour lire. On est rendu à 36 questions et je veux juste voir s'il y a des questions que je peux traiter tout de suite et pas attendre à la fin. OK, ça, je peux attendre. Pourquoi de nos leçons de l'Union ne plus choisir? Bon, Mahamat de Tchad a dit
je suis très ravi de suivre cette formation en ligne. Pourquoi les images sont devenues le moyen le plus simple et, comment est-ce qu'on peut faut propager les mensonges sur les réseaux sociaux? Encore une très bonne question, les images. Et très bientôt, vous allez voir ici, tout de suite, on va parler de comment vérifier les images. Parce que c'est vrai que ce que Mahamat dit du Tchad, c'est que les faits et les déclarations des politiciens sont une chose, mais c'est les images qui convainquent le monde que quelque chose est vrai. Et les images peuvent être facilement manipulées. Donc, on va parler plus, Mahamat, de votre question en 2 minutes. Michael de République centrafricaine pose la question. Comment rendre la vérité virale lorsqu'on sait que la désinformation court plus vite que le démenti? Bien, je pense qu'on vient de discuter ça avec les 3 principes. Dans un certain sens, vous n'allez jamais gagner contre la désinformation. Soyons réalistes. Um, uh, les mensonges sont plus faciles. Quelqu'un qui va dire des mensonges n'a pas besoin de vérifier les faits. Vous, les journalistes comme Michael en République centrafricaine, vous êtes obligés de faire la recherche, de prendre le temps de vérifier les faits. Donc, dans la course contre la désinformation, les menteurs vont toujours être en avant. Mais je pense en suivant les 3 principes, c'est-à-dire de ne pas attaquer les menteurs, mais les mensonges, de toujours être, jouer sur leur terrain, que ce soit TikTok ou Instagram ou les pages web. Et troisièmement, de ne pas répéter leurs mensonges, mais de dire la vérité. Vous pouvez gagner la bataille. Une question de Mathias de Burundi. J'aimerais vous demander si la population ordinaire ne peut pas faire la désinformation parce que vous vous focalisez sur les politiciennes. Oui, c'est vrai que le monde ordinaire, quelqu'un dans un petit village, dans un quartier d'une grande ville, peut faire partir un mensonge. Il y avait des émeutes religieuses contre des minorités parce qu'une personne avait dit une telle membre de l'autre tribu avait violé ma femme, donc c'est un mensonge, et là, ça cause toute une émeute. Il y avait des meutes en Inde récemment, il y avait des milliers de musulmans qui étaient attaqués parce que les hindous, une personne avait dit un mensonge. Donc, vous avez raison, Mathias. Une personne ordinaire peut commencer un mensonge. Mais, en termes de, pour nous, les journalistes, c'est plutôt ceux qui ont accès aux médias sociaux, c'est-à-dire les groupes politiques et les politiciennes qui partagent, qui va répandre le plus grand nombre des mensonges parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir. Ce qu'ils font souvent les politiciennes et les dirigeants industriels, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ils vont prendre les mensonges d'un individu et ils vont le diffuser. C'est pourquoi je concentre sur les politiciennes. Bon, on va continuer avec la présentation, puis là, on va retourner à la question. Je vous encourage encore de continuer avec les questions. On est rendu à 41 questions. OK. Bon, dans les dernières 15 minutes qui nous restent avant de passer directement aux questions, on va regarder les différents outils. Je vais vous montrer plusieurs sites qui peuvent vous aider dans la lutte contre les désinformations. Mais inquiétez-vous pas, tous les sites que je vais vous montrer vont être sur ma page web et donc vous pouvez avoir les liens directs. Donc, vous pouvez juste noter quelques-uns.
mais vous n'avez pas besoin de les toutes noter. Bon, on va commencer sur comment vérifier les photos. Si vous cliquez sur Google, n'importe quand, la plupart les journalistes vont remplir ce petit espace ici en mettant une mot-clé. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce petit bouton ici, rechercher par image. OK? Regarde ce bouton ici. Voici une façon de le faire. Il y a un site web de propagande qui s'appelle Biafra Today et ils ont mis cette photo et ils ont dit que c'était une attaque en Niger contre le peuple en avril 2021. Et vous pouvez, en cliquant ici, vous pouvez aller le voir directement. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre la photo, OK? Et en cliquant sur Recherche par image, Google va vous montrer toutes les autres instances de cette photo. OK? Est-ce que vous avez bien compris? Vous copiez la photo ici, vous le mettez dans Google en cliquant sur Recherche d'une image et Google va vous donner toutes les autres instances. Et en regardant la liste de Google, vous allez voir tous les sites qui ont utilisé cette même image. Et là, regarde ça, Burning à Cameroun. Et là, vous pouvez voir que le BBC avait mis la même image en 2018. Donc, c'est un exemple où vous pouvez vérifier les images en utilisant Google News. OK? Donc, juste pour répéter encore, vous allez sur Google, vous cliquez sur Rechercher par image, vous mettez une copie de l'image et Google peut vous montrer toutes les autres instances où cette image a eu lieu. Et là, vous pouvez voir si c'est vrai ou pas. Un autre utile. Il y a des outils, et ça, c'est pour ceux qui sont plus avancés. Si vous utilisez le logiciel Chrome, il y a ce qu'on appelle des extensions. Il y a deux qui sont très bons, Revi et Invid. Et en les installant, tout ce que ça fait, c'est que ça vous permet simplement, en cliquant à droite, vous pouvez vérifier une image. Appelle-moi par courriel si vous voulez après et je peux vous montrer comment installer ces logiciels. Deuxième outil, comment faire enquête sur Facebook. Il y a quelqu'un qui avait, et là, on attend un écho. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de muter votre micro. Donc, s'il vous plaît, ferme tous les micros. Sinon, on l'entend. OK, ça a disparu. Il y a plusieurs mensonges qui sont sur Facebook. Voici un site très, très bon. Who posted what? Qui a affiché quoi? C'est un site gratuit. En cliquant sur ce site-là, vous pouvez mettre le nom de quelqu'un, le date de quelqu'un, le sujet. Et là, vous pouvez voir tout ce qu'ils ont affiché. Donc, mettons, vous lève un matin dans votre pays, il y a un site sur Facebook où quelqu'un dit qu'il y a une attaque terroriste dans tel village. Et là, vous voulez savoir, c'est qui cette personne à Facebook? Qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années? En utilisant cet outil, vous pouvez regarder toute l'histoire de la personne. OK? Donc, c'est un très bon site, whopostedwhat.com. Un bon exemple, mettons qu'il y a une propagande qui concerne l'exploitation des jeunes enfants dans les mines du Congo. En mettant dans Who Posted What, Congo, mine, enfant, OK, 3 mots, et je dis entre janvier et février, là, il me donne toutes les pages de Facebook où quelqu'un
avait mis un article sur Facebook sur Congo mine enfant. OK? Très, très bonne, utile à utiliser. Ensuite, excusez. OK, comment lutter contre les... excusez. Donne-moi 2 secondes. OK, le voilà. Sur Twitter. Comment faire enquête sur Twitter? Même chose, je vous suggère d'aller sur Twitter, sur la recherche Twitter avancée. Et en utilisant avancé, vous pouvez faire enquête sur n'importe qui, toutes les tweets que la personne avait fait pour vérifier s'ils sont crédibles ou pas. Troisièmement, comment faire enquête sur les droits humains et la corruption dans votre pays? Voici quelques exemples. Et ils sont tous listés dans mon diapo. Le Human Rights Initiative, c'est la première initiative mondiale qui surveille les performances des pays en termes des droits humains. Donc, si un de vos dirigeants dans votre pays insiste qu'il n'y a pas de problèmes dans votre pays, en utilisant ce site-là, voici un exemple. Le Human Rights Initiative prend la République démocratique du Congo. Il donne tous les chiffres et il montre c'est où les grands problèmes en Congo avec des sources que vous pouvez utiliser. Un autre bon exemple, c'est Human Rights Watch en français et en anglais. Il liste tous les pays en Afrique et vous pouvez lire leur rapport et les dernières chiffres. Par exemple, même chose au Congo. Dans le rapport, on peut voir tous les articles qu'ils ont faits. Dernier exemple des sites, c'est Transparency International qui donne tous les chiffres sur la corruption transnationale. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici. Wow. OK. Voici, par exemple, vos pays. Sur les 180 pays dans le monde, Bénin est le 72e pire pays de corruption. Côte d'Ivoire, c'est 99. Mali est 137. Sénégal est 142. Et la République démocratique du Congo est une des pires, 166e pays en termes de corruption. Bon, et vous pouvez voir tous les chiffres sur votre pays. Ensuite, il y a des organisations qui existent pour vous aider, des organisations journalistiques. Donc, c'est fait par des journalistes. Il y a une qui s'appelle ANSIR et l'autre qui est le Global Investigative Journalism Network. ANSIR, c'est la African Network of Centers for Investigative Reporting. Évidemment, il existe en anglais, mais si vous pouvez travailler en anglais, vous pouvez les contacter et ils vont vous aider dans vos enquêtes pour lutter contre la désinformation. Le GIGN, le Global Investigative Journalism Network, a quelques ressources en français, comme vous pouvez voir. Et parmi leurs réseaux, voici qu'est-ce qu'ils vous donnent. C'est la liste de tous les centres qui existent dans les différents pays qui sont membres du Global Network et vous pouvez les contacter pour de l'aide. Aussi, ils donnent toute une série de bases de données pour vos enquêtes. Comment lutter pour vérifier les déclarations des gouvernements et les politiciens? OK? Voici quelques exemples. Hoaxbuster, c'est
un des sites le plus connu sur le web francophone. Vous pouvez mettre des mots de recherche et Hoaxbuster va vous aider à lutter contre les désinformations. On avait déjà parlé de Africa Check. Ça, c'est un de mes sites favoris. Comme j'ai dit, il existe en français et en anglais. africacheck.org /français. OneData est très bon pour les femmes et le journaliste. Et on va tenir ce Code pour Africa. Vient d'avoir un article récemment sur le groupe Wagner en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un exemple de une bonne source. Et enfin, Source Africa. Bon, je vais juste voir le temps. Oui, il nous reste 5 minutes. Dans ma présentation, je vous donne certains sites aussi qui sont très bons par pays. Par exemple, pour la Nigérie, pour en Congo et ailleurs. Bon, je vais passer la plupart du temps qui nous reste avec les questions, mais juste pour confirmer que tout ce que vous avez voir, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pouvez voir sur mon site web en cliquant sur formation. L'adresse, je vais vous donner, tout de suite. L'adresse est ici. Oups, excuse. Et puis je vais le montrer à la fin. Ça, c'est les moyens de communiquer avec moi pour rester en contact. Bon, il nous reste à peu près 30 minutes et là, on est rendu à 56 questions. Donc, je vais essayer de répondre à les questions une à la fois. Je ne peux pas nécessairement répondre à toutes les questions. Monsieur Julien, Oui, Monsieur Julien, si vous permettez, je vous lis les questions et puis ça passe assez facilement. parfait. Nous avons aussi des questions que nous avons reçues via Facebook, mais je prends d'abord quelques questions ici. OK. Britney de la République centrafricaine. En fait, sur YouTube, le mensonge se diffuse plus vite et plus loin que la vérité. Face à cette situation, quelles caractéristiques font qu'une vidéo fiable devient virale? J'ai pas le son est pas toujours bon, donc est-ce que cette question aussi était dans le chat Oui, ou c'est dans le chat, vous pouvez le vérifier. OK, je vais essayer de le voir dans le chat pour voir que OK. là je Est-ce que l'ai vous fait. pouvez OK. aussi me redonner la main en entendant Oui, c'est ça. Rose? Oui, c'est ça. Montre-moi pourquoi je le vois pas des chats. Bon, les mots. OK, OK. C'est où dans le chat? Parce que Elle est posée à 13h45. donc à quel temps? Il y a un timer, donc Yeah, à 9h. 1:45 p.m. 1:45, OK. Je vais aller voir. C'est comme ça qu'on va procéder avec le temps, OK? Voilà. 1:45. C'est Brittany, non? Britney Il a- Lynn, voilà. Oui, OK. Donc, Brittany de République sud-africaine a dit, en fait, sur YouTube, le mensonge se diffuse plus vite et plus loin que la vérité. Vraiment. Face à cette situation, quelles caractéristiques font qu'une vidéo fiable devient virale? Très bonne question. Merci, Brittany. Bon, dans un certain sens, il faut s'inspirer des mensonges. Dans le sens que, en regardant une vidéo de YouTube, regarde comment ils ont créé les mensonges et vous pouvez copier pas le contenu, mais la forme, le style. Bon, c'est-à-dire, si une vidéo de YouTube de 3 minutes avec plein de mensonges, c'est pas une vidéo de 35 minutes qui va démanteler tous les mensonges.
faites une vidéo de 2 minutes. Si une vidéo a beaucoup d'images, beaucoup de musique, ben, faites une vidéo qui dit la vérité avec beaucoup d'images et beaucoup de vidéos. Si le mensonge est juste une personne comme moi qui parle et qui explique, vous pouvez faire la même chose. Donc, dans ce sens-là, c'est pas trop difficile. Vous prenez le même style que les menteurs et vous pouvez utiliser leurs tactiques contre eux autres. Toujours, par contre, et c'est ça qui est important, en, en étant des journalistes. Donc, on n'est pas agressif, on n'est pas méchant, on ne crie pas, on est toujours calme et on dit voici la vérité. Bonne question. Prochaine question, Elon, dis-moi le timing, puis je vais aller le lire. Non, oui, il nous reste encore 32 minutes. Je pense que c'est plus pratique pour vous si vous pouvez continuer avec les questions comme vous le faites. OK, parfait. OK. Mais avant, est-ce que vous pouvez me passer la main, c'est pas encore fait, sur mon nom et puis me nommer Kemekikos. OK. Vous voulez que je l'ai dit de ne pas lever le même, mais de juste écrire dans les chats? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire en fait, c'est que vous cliquez sur mon nom et puis vous me renommez animateur, comme on l'a fait au Oui. début de la session. Ouais. OK. 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 Thank you. Vous l'avez fait? OK. OK. Tout le monde me voit? Tu me vois bien? OK. Bon, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer. OK. Je vais essayer de les faire en ordre qui étaient postés. Donc, Yenga, a-t-elle daté du Côte d'Ivoire? Demande comment limiter l'impact de la désinformation dans la société actuelle, surtout au sein de la jeunesse? Bonne question. Parce que c'est clair que les jeunes qui ont plus de facilité avec les médias sociaux vont être plus souvent les victimes de la mésinformation. Moi, je pense que la réponse est simple. Il faut aller rencontrer les jeunes sur le terrain où ils vivent. Donc, moi, j'ai 2 petits-enfants, des petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de mes enfants. Il y a une qui a 4 ans, il y a un autre qui a 2 ans. Et déjà, ils utilisent l'écran des petits téléphones pour communiquer avec grand-papa ou avec leurs parents. Donc, c'est-à-dire que contrairement à ma génération, les jeunes en Afrique aujourd'hui, ils vivent sur les médias sociaux. Donc, la seule façon actuelle de lutter, de limiter, on ne peut pas limiter l'impact de la mésinformation, mais il faut être actif sur le terrain. Si votre journal est publié quotidiennement, si votre poste de radio diffuse régulièrement les bulletins de presse, c'est bon, mais les jeunes n'écoutent pas la télévision standard. Ils n'écoutent pas les gens. Il faut être dans leur terrain, dans les médias sociaux. Monsieur Julien, c'est pas encore fait, s'il vous plaît. Cliquez sur mon nom et devant mon nom, cliquez sur en bas de votre écran, cliquez sur participant et en face de mon nom, il y a 3 points. Vous cliquez sur les 3 points et vous me nommez animateur. M'excuse, je ne l'ai pas compris. OK. En bas de votre écran, vous avez quelque part participant. Oui, c'est ça, je vois participant. Yeah, voilà. OK. Vous cliquez sur participant. OK. Il y a 4. OK, donc qu'est-ce que je fais? Vous voulez que je clique sur quoi? Voilà. Et maintenant, vous avez mon nom. Vous cliquez les 3 points qui s'affichent à droite de mon nom. OK. Et là, je dis, je fais make host? Yeah, I want to be, OK. you can make me host. Yeah. Thank you. Parfait, c'est fait. M'excuse. OK, je vais continuer avec les questions. Bien sûr. OK. OK. Bon, ma pote. Bon. Quelqu'un pose la question qui vient de Sénégal. Est-ce que les États africains ont les moyens pour lutter contre la désinformation? Avec la tension politique au Sénégal, il y a trop de manipulation, y compris le mensonge et la presse en consomme pour véhicules.
Bon, évidemment, la situation est différente dans différents pays. Bientôt, si vous allez sur mon site web, moi, je fais des conférences tous les mois euh, 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 avec un organisme qui s'appelle la Centre pour l'expression libre. Et tous les mois, on fait un genre de forum libre, gratuit. Vous pouvez aller sur mon site web en suivant les liens pour les droits des médias. Et en 3 semaines, en mi-avril, fait un débat avec 3 journalistes russes qui luttent contre les mensonges de Poutine et, et vous pouvez participer gratuitement pour regarder comment ils font. Donc, mon point est le suivant pour notre ami Napoté, j'espère que je l'ai bien prononcé, de Sénégal, c'est que si les journalistes en Russie peuvent lutter contre les mensonges, contre une dictature comme Poutine, qui a tellement de pouvoir pendant qu'il mène la guerre, on peut lutter contre les mensonges n'importe où. C'est pas facile. Plusieurs sont obligés de se fuir. Ils ont quitté la Russie et là, ils maintiennent leur travail ailleurs. Mais c'est possible. Ça vient avec les risques. Ceci dit, et c'est un avertissement assez important, il n'y a aucune histoire qui mérite de mourir pour votre histoire. Donc, en luttant contre la mésinformation, vous devrez décider toujours, est-ce que le risque est trop grand? En publiant cet article, est-ce qu'on va être attaqué? Est-ce qu'on va être mis en prison? Il faut prendre la décision et il faut toujours considérer le risque. Je ne veux pas qu'aucun de vous autres se mette en péril parce que vous voulez lutter contre la désinformation. Prochaine question. Brittany de la République sud-africaine dit: j'aimerais savoir quelle stratégie pour mettre en vérité virale dans un pays comme la République centrafricaine où la majorité des habitants n'ont pas accès à l'Internet. Je pense qu'il y a différentes façons d'aborder cette question. Même si il y a plusieurs personnes, même la majorité des habitants qui n'ont pas accès à l'Internet, il y a toujours quelques personnes dans un village, dans un quartier, même le quartier les plus pauvres, qui a l'accès à l'Internet. Et ce qu'il faut faire, c'est de cibler, en anglais, on appelle ça des influencers, c'est que ceux qui ont l'influence. Donc, en faisant des bons reportages, vous pouvez donner à un enseignant dans une école, un dirigeant dans un village, le chef d'un syndicat, une personne qui a accès à l'Internet, et cette personne, en lisant la vérité, peut le répandre aux autres. Donc, ça, c'est la seule façon. Prochaine question de Amadou de Cameroun. Amadou a 28 ans. Il est journaliste au Cameroun. Ma question est celle de savoir quelle attitude doit adopter un journaliste après avoir participé volontairement ou involontairement à la diffusion d'une fake news. J'aime cette question. Ça arrive à tout le monde. Donc, il ne faut pas être jaloux à Amadou. Mettons qu'Amadou ou moi, on assiste à une conférence de presse d'un politicien et une politicienne va dire quelque chose et nous, comme des bons journalistes, on va le prendre en note et on va le diffuser le lendemain ou la même journée. Dans le show ou à la radio. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dirais d'abord, si vous pouvez vérifier le plus vite possible, le politicien dit quelque chose, vous n'êtes pas obligé de répéter mot par mot sans avoir vérifié. À la limite, vous pouvez dire le maire d'une telle ville, le chef politique d'une telle partie avait dit blablabla, blablabla, et là, vous pouvez dire, mais on n'était pas en mesure de vérifier si c'est vrai. Donc, au moins, tu ne répètes pas le mensonge, tu dis simplement qu'est-ce qui est vrai, c'est que cette personne avait fait cette déclaration, mais vous le mettez pas comme vérifié. Encore plus dans la manchette. Il ne faut pas dire dans la manchette,
le ciel n'est pas bleu parce que le président de votre pays avait dit le président n'est pas bleu. À la limite, vous pouvez dire le président de notre ville déclare que le ciel n'est pas, est pas bleu. Donc, vous le mettre dans ces mots, ce n'est pas vous qui l'avez dit. Ceci dit, si vous avez répété un mensonge par erreur ou parce que vous n'avez pas le temps, vous devrez le corriger le plus vite possible. La plupart des grands journaux ici aux États-Unis et au Canada, quotidiennement, tous les jours, ils ont une chronique dans leur page, souvent c'est page 2 ou 3, dans leur journaux et sur le site web, qui s'appelle Correction. Et ils se corrigent quotidiennement pour les petites erreurs et les grandes erreurs. Il faut avoir l'honnêteté, il faut être honnête et corriger vos erreurs tout de suite. Il ne faut pas cacher vos erreurs. Prochaine question. On a répondu. OK. OK. Zaïd, je ne sais pas quel pays, dit je commence par la mésinformation qui est aussi un manque de formation. Et ceux qui sont en charge des institutions qui communiquent. Bon, ça c'est vrai, et ça fait partie de ce qu'on appelle les mensonges, les erreurs en ligne. C'est-à-dire, parler avec une bureaucrate, une politicienne, un fonctionnaire, il va vous donner les mêmes informations, mais c'est pas parce qu'il est méchant, il manque des ressources, il manque l'argent, il manque le temps. Il faut accepter que c'est des erreurs, mais il ne faut pas les attaquer. Et c'est normal. Bon. Les vocables. Oui. Une question qui parle de les groupes politiques extrémistes, les djihadistes, qui vont utiliser les médias dans l'Afrique francophone pour la mésinformation et la manipulation. Ça, c'est vrai. Et quand il y a des pays où il y a des guerres civiles, des attaques ou des mouvements extrémistes, qui est quasiment la plupart des pays actuellement en Afrique, on avait vu dans ma diapo l'exemple de le mouvement qui lutte pour le peuple biafran, qui a utilisé la manipulation. Comme journaliste, il faut être neutre. Hein? Que ce soit un extrémiste de gauche ou de droite, que ce soit notre gouvernement, une armée ou des rebelles, tout le monde va mentir et nous, les journalistes, notre responsabilité, c'est de attaquer les mensonges, que ce soit si ça vient de notre pays ou les ennemis de notre pays. Je vais vous donner un exemple. J'étais en Éthiopie, ça fait plusieurs années, et j'ai sorti mon passeport comme ça, et j'ai demandé les journalistes éthiopiennes, c'est quoi ça? Les autres, ils ont dit, c'est un passeport canadien. Et j'ai dit non, c'est le passeport d'une journaliste. C'est donc un passeport qui me donne l'obligation d'aller de l'autre côté et de visiter les ennemis ou de faire des choses qui ne sont pas toujours populaires. Or, quand j'étais en Éthiopie, ils étaient à l'époque et encore, il y a une guerre en Érythrée. Et moi, j'ai dit que votre responsabilité, c'est de trouver les façons d'aller parler avec l'ennemi. Donc, moi, récemment, j'ai fait un documentaire qui a gagné les prix sur l'Afghanistan et on est allé rencontrer le Taliban avant que le Taliban a repris le pouvoir pour montrer les mensonges des gouvernements et aussi les mensonges du Taliban. J'étais à Kosovo pendant la guerre que Kosovo avait menée entre les Serbes et le peuple de Kosovo. Et je l'ai montré comment ils devraient utiliser l'Internet
et leur tactique pour faire les ponts et pour parler aux ennemis. Donc, quand il y a une guerre ou une guerre civile dans votre pays, c'est votre responsabilité comme journaliste d'aller chercher les points de vue de l'autre côté. OK? Badilon a demandé quels étaient les outils efficaces pour lutter contre la mésinformation. Il vient de la République démocratique du Congo. Et je pense dans le diapo, je vous avais montré plusieurs outils. Et si vous allez sur mon site web, quand le diapo va s'afficher, il y a quelques outils spécifiques pour le DRT. Aubin Abadi de Kinshasa. En passant, mes amis actuellement qui sont à Kinshasa ou ailleurs, j'ai supposé d'être au Congo, au DRC, République RDC, actuellement dans le mois de mars. Je faisais la formation pour un groupe ici, à part de la ICFJ, je fais aussi la formation pour un groupe qui s'appelle Journalists for Human Rights, les journalistes pour les droits humains. Mais je suis obligé d'annuler ma visite au Congo, à Kinshasa. Je suis supposé d'être là entre le 7 mars et le 30 mars. Vous voyez, c'est le 30 mars. J'ai tombé malade, mais je vais essayer d'être au Congo, aux Républiques démocratiques du Congo, peut-être en décembre. Donc, regardez mon site web et je vais annoncer ma visite et je vais essayer de vous aider. Mais Abou Abida du Congo demande comment lutter contre la désinformation dans un pays où la liberté de presse n'est pas garantie. Bon, la réponse est simple, avec difficulté. C'est beaucoup plus simple pour moi de lutter contre la désinformation aussi au Canada quand on est protégé. Tandis que pour vous autres, c'est beaucoup plus difficile. Parce que en luttant contre la désinformation, le gouvernement pouvait fermer votre institution, peut fermer votre poste de radio. Je suis en train d'aider un journaliste en Afghanistan actuellement qui lutte, qui est un journaliste honnête. Pendant la guerre, quand les Américains étaient là et l'OTAN, il avait fait des articles et avait critiqué les abus des droits humains des forces de l'OTAN et américaines. Et actuellement, sur le régime taliban, il fait la même chose. Il critique le taliban parce qu'il est un journaliste honnête. On l'a mis en prison 2, 3 fois. On l'a menacé à mort. Et là, on est en train de l'aider. Et la seule possibilité pour lui, c'est de fuir le pays parce qu'il n'y a pas de choix. Donc, dans certains pays, c'est impossible de lutter contre la désinformation parce qu'il n'y a pas de liberté de presse. Donc, il faut toujours être le plus brave possible, le plus courageux. Il faut utiliser des groupes comme le Centre international qui a mis en place cette formation et d'autres groupes internationaux pour vous protéger. OK. Eric Kimbamba a demandé comment différencier le Photoshop d'une vraie photo en utilisant les outils que je vous avais montrés dans la présentation pour vérifier les photos et aussi en contactant certains groupes. Il y a un groupe très fameux qui s'appelle Bellingcat. Bellingcat avait aidé les Ukrainiennes et d'autres et les dissidents en Russie en prenant les photos et en montrant comment ils étaient manipulés. Bon, afin de savoir comment reconnaître. Je ne comprends pas tout à fait la question. Peut-être Jérôme de Cameroun, vous pouvez le réafficher votre question. Vous dit, j'aimerais savoir comment reconnaître la manipulation d'une politicienne afin de déclencher le fact-checking. Si je comprends votre question, je vais essayer de répondre si je comprends bien la question. Moi, mon point de départ, c'est que tout le monde fait des mensonges. Vos amis,
votre épouse, vos enfants, les politiciens. Je suis assez cynique. Donc, comme journaliste, quand une politicienne ouvre leur bouche, moi, je prends pour acquis que c'est un mensonge. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont un rôle à jouer, ils veulent gagner, ils veulent rester au pouvoir. Donc, il faut reconnaître la manipulation dans le sens qu'il faut être toujours vigilant. Et quand quelqu'un dit quelque chose, c'est très simple. Si votre enfant a dit, maman, c'est pas moi qui a lancé la balle, qui a brisé la fenêtre, c'est quelqu'un d'autre, il faut demander la preuve. Même chose avec une politicienne, il faut demander la preuve. Bon, comment Google, étant un outil fiable, peut reconduire la mésinformation et des erreurs humaines? Encore une très bonne question. Google n'est pas un outil neutre, OK? Um, euh, euh, et je vais excuser ma langue, je vais utiliser un mot méchant, mais euh, si vous mettez la marde dans Google, dans votre euh, question, vous allez recevoir la marde. OK? Dans le sens que Google est un robot, il ne fait pas une sélection. C'est différent que nous, les journalistes. Nous, vous autres, Pilaf qui a posé la question, quelqu'un pose une question à lui, quelqu'un livre la marde à lui, lui, comme bon journaliste, va faire la recherche et va pas sortir la marde. Or, Google est un robot neuf. Et donc, si vous mettez dans votre recherche de Google, euh, euh, pourquoi est-ce que Afrique du Sud avait inventé le COVID, qui est de la marde, Google va vous trouver plusieurs sites qui parlent du fait que l'Afrique du Sud avait inventé le COVID. Donc, dans ce sens-là, Google était un des outils qui a réussi à répandre les mensonges. Donc, la seule façon de lutter contre ça, c'est d'utiliser les outils que je vous avais montrés. Et le problème, c'est que le monde pense que Google est un outil intelligent qui nous donne la vérité, puis c'est pas le cas. Google va répéter les mensonges qui existent sur l'Internet. Bon, il reste à peu près 10 minutes. On va essayer de... bon, Minamou est le rédacteur en chef d'un journal hebdo au Tchad. La question. La désinformation n'est-elle pas le fruit du manque de professionnalisme chez certains journalistes? Oui. Je pense que c'est une très bonne critique. Jusqu'à date, on a passé 1 heure et demie en critiquant les politiciennes, les acteurs politiques, les groupes politiques. Mais c'est vrai que les journalistes, eux autres aussi, il y a un certain manque de professionnalisme. Soit voulu. Regardons aux États-Unis, il y a un procès actuellement contre Fox News qui a répandu les mensonges sur les élections. Trump avait déclaré que les élections étaient volées. Fox avait répété ces mensonges, mais les courriels internes qui sont dévoilés actuellement dans le procès montrent que les animateurs pour Fox News et leur boss savaient que c'était des mensonges. Vous voyez, dans les textes qu'ils ont eu à cause du procès, les animateurs disent c'est de la merde, c'est incroyable, c'est pas crédible. Mais ils ont répété les mensonges pour booster leur rating. Donc, je pense que Minamou a raison. Chez certains journalistes qui manquent de professionnalisme, on joue un rôle très nocif et négatif dans la diffusion de la mésinformation. Donc, Minamou continue.
les intérêts politiques ont pris là-dessus sur la vérité. Très vrai. On voit ça en Russie actuellement. La plupart des médias en Russie sont maintenant contrôlés par l'État et Poutine et ils répètent toutes sortes de mensonges sur la guerre en Ukraine. Et on a eu l'exemple de Fox News. Donc, Minamou pose la question, que peuvent faire les médias même publics? Bon, il faut être patient. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que le New York Times et d'autres réseaux font contre Fox News? Ils font les enquêtes. Ils font les enquêtes contre Fox News. Ils montrent les mensonges et ils vont tout faire pour dire la vérité. Mais après ça, on ne peut pas plus faire que ça. Et nous, les journalistes, on n'est pas les dieux. Si en faisant les reportages qui parlent de la vérité et la population va continuer à croire les mensonges des politiciens, ben, vous avez fait votre job. Vous pouvez continuer de le faire, mais ce n'est pas à vous de changer le monde. C'est à vous de faire votre job et on va voir où la population va aller. Bon, oui, on a répondu. Fidèle. OK. Fidèle demande la question qui vient de République démocratique du Congo. C'est dommage que je ne suis pas là. Il y a plusieurs participants qui sont là, mais je vais venir à Kinshasa tôt ou tard, mes amis. Fidèle demande, il est possible que l'on soit auteur de mes informations et ne pas se rendre compte, surtout quand cela porte sur un sujet peu couvert par les médias et donc un sujet difficile à vérifier. Quelle est la responsabilité du journaliste qui se rend compte dans ce cas? Très bonne question, Fidèle. Puis ça revient à le diapo que j'ai montré au début. Il faut toujours être conscient sur l'échelle des mensonges. Où est-ce que votre mensonge se situe? Est-ce que c'est une erreur honnête, un mensonge d'une politicienne ou la manipulation? Dans le cas soulevé par Fidèle, un auteur de mes informations qui ne se rend pas compte, il ne faut pas attaquer le menteur parce qu'il a fait d'une façon innocente. Moi, je n'ai pas attaqué la Fédération professionnelle des journalistes qui avait dit que je suis mort parce qu'ils ont fait une simple erreur. Ils ont vu le nom de quelqu'un, Len Sher, qui est très similaire à mon nom, Julian Sher. Ils ont dit, ben, c'est Julian. Donc, il a dit, il est mort. Et là, il a causé la panique. Mais je n'ai pas attaqué, c'était une erreur honnête. Il faut juste le corriger et passer à d'autres choses. Et je suis encore en vie. Kouassa Kofi pose la question, la précarité dans les secteurs des médias n'est-elle pas facteur de croissance? Oui, et c'est pas juste en Afrique. Le problème, c'est que partout dans mon pays et ailleurs, on coupe dans les budgets des médias par des centaines, des milliers de journalistes qui sont mis à pied. Donc, il y a beaucoup moins de temps pour des journalistes. Je donne un exemple. Le journal, ici à Montréal, on a des journaux anglophones et francophones, anglais et français. Le seul journal anglais ici à Montréal avait à l'époque, ma femme travaillait pour le journal, ça fait plusieurs années, avait 200 journalistes dans le Stade Nouvelle, des journalistes, des photographes, les rédacteurs. Ils sont rendus à 20 ans. Donc, quand vous êtes 25, quelle sorte de journaliste est-ce que vous allez faire? Là, vous entendez mon chien qui est impatient. Donc, c'est clair que les coupeurs dans les médias ont créé un grand problème. Bon, Mathias de Burundi, j'aimerais vous demander si la population ordinaire ne peut pas faire la désinformation et la mésinformation. Oui, et c'est pourquoi il faut être toujours plus gentil envers quelqu'un d'ordinaire qu'une politicienne et encore plus contre un membre d'un groupe politique qui a délibéré menti.
Bon, on passe par là. Et là, c'est un cœur assez raide. Hein. Il nous reste 3 minutes, puis là, il faut arrêter. On ne peut pas dépasser par quelques minutes. Hein. Oui, il nous reste encore 3 minutes pour terminer cette 3 minutes. session. OK. Si vous permettez, oui, pendant que vous allez, je vais partager avec les participants. Si vous voyez mon écran actuellement, vous verrez Oui. le QR code du lien de sondage. Nous vous prions de nous dire si vous avez trouvé cette formation intéressante, si elle a répondu à vos attentes et si vous avez d'autres préoccupations. L'idée, c'est de pouvoir l'évaluer, bien sûr. Donc, j'ai envoyé dans la boîte de discussion le lien pour se rendre sur ce formulaire et je partage encore avec vous pendant quelques secondes. Vous pouvez juste prendre votre écran si vous n'avez pas le temps de cliquer sur le lien, de cliquer plutôt sur le QR code et ensuite remplir ce petit sondage et nous dire quelles sont vos attentes, est-ce que vous avez, est-ce que la formation, bien sûr, a répondu à vos préoccupations? Est-ce que c'est ce que vous attendiez en vous inscrivant? Merci beaucoup. Monsieur Julien, c'est une super formation. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Au début, il y a eu une toute petite panique, mais tout s'est bien passé, heureusement. Merci d'avoir... Merci à vous pour l'organiser et au Centre international. Et comme je vous avais dit, je reste toujours à votre disposition, mes amis en Afrique. Vous pouvez aller sur mon site web et bientôt, toutes les diapos que je viens de montrer vont être disponibles pour vous télécharger gratuitement. Donc, bonne chance et reste en contact. Merci. Avant de partir, je voudrais rappeler aux participants, Monsieur Julien Cher l'a dit plusieurs fois, nous vous enverrons tous les supports de présentation, les documents de présentation que nous avons, que les participants ou les formateurs ont utilisés depuis le début de cette formation. Je vous enverrai cela, le délai c'est le lundi prochain. Et je vous annonce également que si vous avez suivi cette formation de Monsieur Julien Cher et si elle vous a inspiré un projet de lutte contre la désinformation, n'hésitez pas à postuler au concours que nous lançons aujourd'hui ou demain pour primer les meilleurs projets qui luttent contre la désinformation. Et les montants vont jusqu'à $4 000 américains pour chaque projet. Alors, si vous êtes un journaliste francophone ou un journaliste qui a participé à au moins 3 de nos sessions de formation, c'est l'une des conditions, juste participer à au moins 3 des 5 sessions de formation que nous avons organisées, vous êtes éligible à cette subvention-là.